Bonjour et bienvenue dans le podcast d'Alcima dédié aux professionnels de l'impression 3D. Grâce à des interviews d'industriels exploitant l'impression 3D au quotidien, vous retrouverez des témoignages et des retours d'expérience sur les avantages de la technologie. On se posera également la question de savoir comment les industries anticipent cette nouvelle révolution qu'est l'industrie 4.0. Je vous propose tout de suite d'écouter le témoignage de notre nouvel invité. Bonjour Simon, déjà merci de te prêter au jeu de l'interview du podcast Alcima. Est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît ? Bonjour Johan, c'est avec plaisir de répondre à tes questions. Donc Simon Rouillère, je suis chef d'atelier responsable de la conception mécatronique chez Alice. Et précédemment, j'étais mécatronicien dans une start-up grenobloise. Alors Simon, est-ce que tu peux nous parler de ta société Alice dans laquelle tu travailles ? Alors Alice, c'est une société qui a une expertise dans le domaine de la mobilité depuis plus de 20 ans. Une expertise qui a été développée pour collecter de la donnée sur le terrain et qui permet de mesurer et d'analyser toute la mobilité sur le territoire. Sur le territoire et à l'étranger, donc les dom-toms, l'Afrique et énormément de pays en Europe. Donc c'est une structure qui fait appel... Alors les structures font appel à nous. Donc les structures qui font appel à nous, ça va être les collectivités, les bureaux d'études, les opérateurs de transport, pour connaître la fréquentation sur leur réseau. Donc pour recueillir les données, on utilise plusieurs types de capteurs ou plusieurs méthodes qui nous permettent d'apporter énormément de données sur les déplacements des usagers d'un point A à un point B. Et ces déplacements-là, ils nous permettent vraiment de savoir comment les gens se déplacent et quels sont les flux de déplacement, autant en vélo que les piétons, les usagers dans les transports en commun, ou tout type de véhicules. Typiquement, vous prenez une autoroute ou n'importe quelle route nationale, c'est important de savoir comment les gens se déplacent pour prévoir les infrastructures sur les prochaines années. Et c'est le rôle des bureaux d'études, des collectivités et de tous nos clients dans ce domaine-là. Pour ça, on utilise tout un panel de capteurs qu'on développe en interne. Donc on a une cellule interne qui fait toute la R&D. Donc c'est la cellule dont je fais partie. C'est la R&D, quand je parle de R&D, c'est au sens large, autant au niveau logiciel qu'au niveau hardware. Et ça nous permet toujours de répondre aux besoins du client. Quand je parle de répondre aux besoins du client, on va du besoin le plus simple, donc ça va être le comptage de véhicules par exemple, donc un véhicule léger, le véhicule de tous les jours de monsieur et madame tout le monde, au besoin le plus spécifique, ça va être le comptage de tuk-tuk en Afrique. Donc c'est assez varié, et on a cette force, on a plusieurs forces chez Alice, c'est la réactivité vis-à-vis de nos clients. Donc c'est pour ça que la fabrication additive est importante dans notre métier, surtout sur la partie R&D. Et la seconde force d'Alice, c'est de pouvoir répondre à n'importe quel besoin grâce à son entité R&D et grâce à sa puissance d'action dans le domaine et à sa présence sur l'ensemble du territoire. Oui, c'est ça, vous êtes présent à l'international donc aussi également ? Également à l'international aussi, tout à fait, on est présent de partout. On est présent de partout. Récemment, on était dans les Caraïbes, en Afrique, encore plus récemment. Et donc, on est présent à l'international avec différentes équipes uniquement basées en France au niveau de nos équipes. Donc là, tu étais vraiment dans une optique d'optimisation des choses déjà existantes grâce à l'impression 3D. Alors, il y avait de l'optimisation de choses déjà existantes et il y avait aussi le fait de créer avec cette techno, ce qui nous permettait vraiment d'aller vite. On avait un gain réel sur tous les sujets grâce à l'impression 3D. Et en plus de ça, on a assez vite trouvé des matériaux qui dépassaient nos attentes. C'est vraiment les matières avec lesquelles on a pu travailler ensemble. Ça va être des BET avec des charges carbone, des charges en carbone fibre de verre ou fibre de verre uniquement, qui nous permettaient de répondre aux besoins d'outillage avec des résistances en température, en tenue mécanique, et avec des précisions qui frôlaient les 30 ou 40 microns. Ah oui, donc ça, ouais, ok, intéressant. Et du coup, donc sur le matériel plus proprement parlé, donc toi tu es plutôt sur la partie FDM, est-ce que tu as d'autres technologies également ? Alors sur la partie matérielle, j'ai uniquement travaillé en interne dans les différentes structures avec du matériel volumique, donc machine FDM uniquement. Mais par contre, on a beaucoup utilisé des prestataires, différents prestataires
pour tout ce qui est MJF avec des PA12 et d'autres types de matières, mais vraiment quand on voulait avoir des produits finis qu'on puisse livrer à un client. Mais sinon, pour tout le reste, on a toujours tout fait avec du FDM, donc de la machine volumique, avec des buses un peu spécifiques pour pouvoir passer les matières chargées. Je travaille beaucoup avec les matières chargées pour leur intérêt mécanique et leurs caractéristiques, comme par exemple le PPGF30, donc la matière de chez Corning, qui permet de gagner d'avoir des gains des résistances en température assez élevées. Le PET Force ou le PET Carbone en général, qui nous permettent d'avoir des tenues mécaniques dans le temps et des résistances aux UV. On a une problématique chez Alice, c'est de pouvoir avoir du matériel qui résiste dans le temps. Donc, c'est du matériel qu'on envoie sur le terrain pour faire différents capteurs. Et ces capteurs-là, quand ils tiennent pas dans le temps, ça pose énormément de problèmes de répétabilité dans les process. Et on peut difficilement se le permettre. Ouais, d'accord. Donc c'est intéressant hein, de voir effectivement d'avoir une petite machine FDM pour venir faire tous les usages, j'ai envie de dire, du quotidien, et puis de se garder la cartouche de passer par de la prestation externe pour aller chercher du vrai proto, à aller montrer après derrière en clientèle, etc. C'est intéressant. Et est-ce qu'il y a peut-être un cas d'usage sur lequel tu serais le plus fier? Peut-être que tu as eu des défis à mener, à surmonter? Alors le défi qu'on a eu, on était à 2 doigts de passer sur de la fabrication soustractive. Ça a été de faire des outillages pour faire des assemblages. Et ces assemblages devaient être précis à 20 microns et tenir en température et en dimensionnel sur des passages étuves. Pour faire ça, on a plusieurs solutions. C'est soit de faire une pièce en aluminium, bête et méchante, qui va légèrement bouger, mais bon, c'est négligeable. Mais on a plutôt pris la décision de travailler avec le PPGF30 pour réussir à atteindre cet objectif qu'on a atteint sans trop de problèmes, grâce au dépôt de fil, qui est amplement suffisant pour ce type d'application en fait. Et ça nous a permis d'avoir des pièces en quelques jours, donc en 24-48 heures, alors qu'il nous aurait fallu 2 à 3 semaines avec d'autres méthodes de fabrication. Ouais, là le gain de temps est clair. Est-ce que tu as utilisé des post-traitements peut-être pour arriver sur les précisions que tu attendais? Alors je suis plutôt parti sur un montage avec un raft, sur une buse assez fine, et j'ai joué sur la température de l'impression. J'ai joué sur la température de l'impression et sur le nombre de pas de la machine. Donc j'ai réglé le nombre de pas de la machine en fonction de ma pièce pour pouvoir atteindre les précisions que je voulais. On était vraiment sur un réglage très très fin de ta part, justement avoir les capacités de la machine pour pouvoir venir la régler au mieux possible. Ouais, je suis clairement allé bidouiller la machine, on va dire, j'ai bricolé pour pouvoir avoir la pièce qu'on voulait et avoir le nombre de pas nécessaire pour la distance qu'on voulait. Donc c'est vraiment un réglage pouillémique, on va appeler ça comme ça, pour pouvoir sortir la pièce exactement de la manière dont on la souhaitait, ce qui a nécessité de tout recalibrer derrière avec des pièces plus grandes, plus petites et autres au niveau du nombre de pas. Mais par contre, ça nous a permis d'atteindre l'objectif sans trop d'aléas. Ok, bah justement en parlant d'aléas, tu as mis beaucoup d'essais pour arriver à ça, tu es arrivé relativement facilement. On était sur une impression qui durait 8 ou 9 heures et on l'a sortie, on s'y est mis le lundi matin, le mardi soir elle était sortie. Donc c'était pas trop trop contraignant non plus. Ok, bah super, c'est super intéressant. Donc on l'a déjà un petit peu évoqué, mais je voulais revenir avec toi sur l'avantage de l'imprimante 3D, comment tu le perçois par rapport aux méthodes traditionnelles. Quels vont être les principaux avantages? Alors moi l'imprimante 3D en FDM qu'on peut avoir au bureau, donc je précise bien parce que c'est pas du tout la même chose si on passe par un prestataire pour utiliser l'impression 3D. Pour moi c'est vraiment comme un tournevis. C'est dans n'importe quelle petite structure, bureau de quelques dizaines de personnes, sans avoir d'atelier mécanique avec une 3 axes et autres, ça permet d'avoir un tournevis en plus pour fabriquer tout et n'importe quoi, que ce soit de l'outillage, un support d'écran, enfin, à peu près tout ce qu'on veut.
De la même manière qu'on utilise un tournevis, demain on utilise l'imprimante 3D pour faire n'importe quel objet ou faire n'importe quel mécanisme pour nous aider à bosser. Et moi je le vois vraiment comme un outil plus que comme une machine ou comme on est plus sur de la grosse machine industrielle avec des freins entre les bureaux d'études et la fabrication. Donc pour moi c'est vraiment une imprimante 3D, c'est un tournevis, ni plus ni moins. C'est un peu réducteur, mais je le vois vraiment de cette manière-là. Contrairement à l'usinage traditionnel ou aux méthodes traditionnelles qui sont lourdes en process, qui sont difficiles à intégrer en entreprise pour n'importe quel petit bureau d'études. C'est vraiment, il y a quelque chose de disruptif dans l'impression 3D qui permet de faire une vraie différence au niveau des méthodes et au niveau de la manière de créer. Si on prend une imprimante 3D, en une semaine, on peut faire 15 itérations de 15 designs différents que ce soit pour un designer, pour un client, pour que ça réponde à son besoin. Et c'est vraiment un point important. Par exemple, nous, chez Alice, on a la possibilité, demain, si un de nos clients dit je veux mettre un capteur de tel type à tel endroit, on s'adapte et on peut, en quelques jours, en quelques heures, répondre à son besoin avec la pièce qui sera adaptée à l'intégration nécessaire. Donc c'est une force qui est non négligeable pour n'importe quelle structure, et surtout des petites structures, des startups ou des sociétés qui ont besoin de la réactivité qu'offre l'impression 3D. C'est un vrai plus. Ouais, intéressant comme vision, effectivement, sur cette partie réactivité, mouton à 5 pattes, de pouvoir répondre à toutes les demandes et tout ça de manière rapide. Je te remercie pour le partage de ta vision. Je voulais également aborder avec toi les principaux challenges que tu as pu surmonter dans l'utilisation de la fabrication additive. Est-ce que tu as eu des problématiques au début? Comment tu as fait pour les surmonter? Alors les principaux challenges que j'ai pu trouver dans l'impression 3D, c'est la problématique matière. C'est la problématique matière et la problématique de vitesse. Parce qu'on a beau avoir une imprimante 3D qui peut nous faire des pièces magnifiques en 24 heures, si elle peut nous faire les mêmes pièces magnifiques en 12 heures ou en 8 heures, c'est mieux. Parce qu'on a toujours voilà. Si on peut économiser du temps d'impression pour toutes les raisons qu'on connaît, donc ça va être ne serait-ce que la sécurité, être sûr que la pièce sorte en 8 heures plutôt qu'avoir un doute que la pièce sorte en 24, parce qu'on sera pas là pour surveiller, parce qu'on peut avoir un problème sur l'imprimante ou autre. C'est un vrai plus. Donc le premier challenge, c'est déjà de trouver la matière qui correspond à notre besoin. Typiquement, on va pas utiliser un PLA pour mettre un ensemble de caméras au soleil. Ça a vite ses limites, et on le voit par les déformations qu'apporte une pièce en PLA avec une exposition à la lumière, surtout aux UV, avec des échanges de température qui sont non négligeables. Quand vous mettez un équipement au bord d'une route, vous allez rapidement sur des températures négatives la nuit, et vous finissez rapidement avec des températures à plus de 30 degrés le jour, en fonction de la couleur de votre équipement et de la chauffe interne de l'équipement. Donc ça a des vraies problématiques, ça apporte de vraies problématiques. Et le problème, c'est qu'on peut vite se retrouver avec une série de quelques centaines de pièces qu'on a fait dans une matière et qui finalement répond pas aux besoins. Je vous laisse imaginer une centaine d'équipements répartis partout en France à ramener au bureau, changer l'ensemble des coquilles pour ensuite les renvoyer sur le terrain. C'est un coût qui est non négligeable. Donc la qualification et le choix des matières en fabrication additive, pour moi, c'est le premier challenge que toute entreprise devra avoir. Et c'est une étape essentielle. Et pour ça, il faut trouver un accompagnement pour aller au plus vite sur la matière qui correspond aux besoins. Donc effectivement, cette partie matière versus objectif de fabrication est vraiment primordiale. Qui plus est, la matière va également influencer sur les différentes dimensions qu'on va pouvoir avoir. Enfin, voilà, il peut y avoir effectivement pas mal de problématiques qui sortent autour de la matière qu'il faut surpasser. C'est intéressant de voir effectivement comment tu as pu mettre ça en marche chez Alice. Le second point qui est avec du challenge, c'est de pouvoir rentrer un batch d'impression dans le temps imparti. Souvent, on va se dire, de toute façon, on a l'imprimante au bureau, on a le temps, et on peut imprimer quand on veut, ce qu'on veut. Ouais, mais quand vous devez commencer à fabriquer 200 pièces en 2 semaines, il faut réussir à faire rentrer les 200 pièces en 2 semaines,
avec les temps d'impression qui sont nécessaires pour chacune des pièces, plus le temps de maintenance de matériel, parce que quand on commence à faire des gros batchs comme ça, il faut changer les buses, il faut nettoyer un coup la tête, il faut bien nettoyer les plateaux, il faut penser à changer le plateau une fois de temps en temps. Donc on peut vite caler une petite heure à droite, une petite heure à gauche, pour faire en sorte que la machine soit toujours à 100% opérationnelle. Surtout quand vous augmentez les vitesses d'impression et que vous frôlez les 200% au niveau de la vitesse d'impression classique, donc à plus de 120 mm par seconde par exemple, avec des bus de 0,8, ça amène des problématiques et concrètement le matériel il est pas toujours fait pour tourner tout le temps de cette manière-là. Donc il faut réussir à gérer aussi ce paramètre-là pour pouvoir faire le batch de manière propre dans le temps imparti. Voilà, donc là, toi, les principaux challenges, hein, pour reprendre, ça va vraiment être autour de la matière, pour savoir sélectionner la bonne matière pour son application, et puis cette idée également d'optimisation de ta production pour que tu puisses arriver à tes objectifs de timing et de réactivité derrière. Je te remercie pour tout ça, c'est très intéressant. Très rapidement, on l'a déjà un petit peu évoqué, mais quels ont été les gains concrètement, je sais pas, en termes de ROI, de rentabilité, de temps ou de logistique pour Alice ou pour ton ancienne expérience? Alors le gain le plus notable que j'ai pu observer sur l'impression 3D, la fabrication additive en interne, même en externe d'ailleurs, c'est alors en externe, c'est déjà de trouver le bon partenaire pour faire de l'impression 3D. On est sur un milieu de niche qui se développe, donc on a rapidement toutes sortes de prestataires qui s'offrent à nous sur le marché. Il faut trouver le bon, il faut trouver un partenaire qui tient la route. Et ensuite, l'impression 3D en interne, ça permet d'avoir un contrôle qualité hyper rigoureux sur l'ensemble des pièces qu'on fait. Si demain vous avez une erreur de conception, au lieu de mettre 3 semaines pour le voir et d'attendre que la pièce arrive de chez votre prestataire tiers, vous mettez 3 heures. Et quand vous arrivez à gagner en réactivité de ce côté-là, le coût de chaque développement est drastiquement réduit parce que vous allez gagner autant du temps de fabrication en extérieur, qui a un coût extrêmement important, hein. Et en plus, vous gagnez en réactivité en interne sur la conception, sur les itérations que vous pouvez faire sur une seule et même pièce. Donc sur un design, vous avez oublié un chanfrein ou un congé, vous mettez pas 3 semaines à vous en rendre compte, mais quelques heures. Donc ça permet d'aller très vite, et sur une semaine, vous pouvez faire 15 itérations sur des petites pièces, et ça pose aucun souci. En termes de coût, même si vous partez sur une matière hors de prix, une matière hors de prix, c'est à 120 € la bobine, chacune de vos pièces vous coûtera très peu. Alors que et donc les erreurs coûtent rien, entre guillemets. Et ça permet d'avoir une approche un peu différente et de se permettre de faire beaucoup de tests. J'ai fait beaucoup de R&D, et sur les R&D, de pouvoir tester 10 pièces, 15 pièces, au lieu d'en faire une seule, en se disant ma solution c'est ça. Non, ma solution c'est peut-être ça, plus les 14 autres pièces, qui me permettront d'avoir 14 erreurs et une pièce valable. Par contre, des 14 erreurs, je vais en tirer les conclusions nécessaires pour avoir une pièce bonne. Et ça, sur toutes les phases de R&D qu'on peut avoir dans n'importe quel domaine, c'est essentiel de pouvoir tester énormément de choses, que ce soit pour avoir de la stat ou pour avoir de la casse, parce que clairement, des fois on a de la casse aussi. Mais ça permet de récupérer beaucoup plus d'informations beaucoup plus rapidement que si on utilisait des fabrications soustractives ou des fabrications additives en externe systématiquement. Et en plus de ça, je rebondis sur la partie logistique. On a chez Alice, on a plusieurs bureaux de partout en France. Nous, le but à terme, c'est de pouvoir avoir une fabrication localisée aux besoins sur chacune de nos agences pour pouvoir que tout le monde gagne en réactivité. Si demain on a besoin d'une pièce X à Lyon, on va pas la fabriquer à Paris pour l'envoyer à Lyon. Le but, c'est de pouvoir que nos collègues à Lyon, ils appuient sur le bouton, ils ont leur pièce qui sort en 1h30, au lieu d'attendre 24 ou 48 heures que le transporteur lui amène le nécessaire, sous condition que nous, on l'ait en stock à Paris, alors qu'ils pourraient appuyer sur le bouton et la fabriquer directement chez eux. Donc ça fait partie des idées comme ça qu'on cherche à mettre en place, pour pouvoir déjà avoir un impact écologique le moindre, parce que stocker des pièces, stocker de la matière, déjà ça a un impact financier pour la société, et en plus de ça, ça nous oblige à centraliser des stocks,
qui clairement c'est pas nécessaire parce que ça nous oblige à immobiliser des locaux, des pièces complètes pour ça, alors qu'on pourrait le fabriquer au besoin. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait, on le fabrique au besoin et au plus proche du besoin utilisateur. Et ça a un vrai intérêt et ça a un impact écologique qui est moindre en faisant ce genre de choses. Donc c'est un vrai plus aussi pour nous. Ouais, super, donc on voit vraiment qu'avec l'impression 3D, tu arrives à gagner sur à peu près sur tous les tableaux, avec le droit à l'erreur où tu es capable de quantifier le prix de tes erreurs qui vont être des prix fixes avec l'imprimante 3D. Est-ce que sur la partie logistique, le zéro stock, zéro transport aussi qui est super intéressant, est-ce qu'également tu as été confronté peut-être à des problèmes de confidentialité en passant par de l'externe? Je sais que certaines entreprises avec l'imprimante 3D en interne le font aussi dans un esprit de confidentialité pour éviter que le brevet ou que la pièce soit diffusée à des sous-traitants avec un potentiel risque de diffusion. Est-ce que tu as déjà été confronté à ça? Alors exactement, c'est un très très bon point. Effectivement, sur une de mes précédentes expériences, on a pu fabriquer énormément de pièces mécaniques pour faire pour développer du savoir-faire. On a un grand nombre de process, de savoir-faire qui ont été développés autour de l'impression 3D, ne serait-ce que pour l'outillage, pour des systèmes de positionnement, de maintien, de maintien en étuve. Donc ça permet effectivement de gagner en confidentialité sur tous les tableaux. Parce que demain, quand vous faites un démonstrateur pour n'importe quel client, que ce soit un client interne ou externe, que vous le présentez sur un salon international ou autre, ça permet à n'importe quel passant ou autre de ne pas reconnaître en disant ça c'est tel équipement de tel fabricant. Non, là on est sur une coquille qu'on a fait nous-mêmes, qu'on a dessiné nous-mêmes. Donc on sort du grand public en ayant nos propres outils, nos propres designs pour un gain assez faible. Typiquement, tout le monde ne peut pas se permettre d'aller faire des impressions SLS avec définition peinture. Et l'impression 3D FDM permet vraiment cet intermédiaire entre acheter une boîte dans le grand public et faire l'intégration comme on peut, ou intégrer tout le système dans une boîte sur mesure, custom, avec la matière qui correspond, ou le système mécanique qui correspond à notre besoin, sans dépendre de ce qui est sur le commerce et ce qu'on trouve un peu de partout. Donc c'est un vrai gain, c'est un vrai plus vis-à-vis de la confidentialité, ça permet d'éviter les fuites, ce qui est un des gros problèmes qu'on a actuellement dans l'industrie. Ouais, c'est des choses que j'entends souvent moi pour ma part. En tout cas, je te remercie pour ce témoignage. On va passer tout de suite à la dernière question. On a dépassé un petit peu le temps de l'interview, mais c'est pas très grave parce que c'était très intéressant. Est-ce que tu aurais potentiellement des conseils à prodiguer pour nos auditeurs, pour des personnes qui souhaiteraient passer le pas de la fabrication additive et qui se posent encore quelques questions autour de ça? Alors oui, moi j'ai 2 conseils pour vos éditeurs. Le premier, c'est de ne pas passer le pas de la fabrication additive en achetant une imprimante sur internet en se disant « Oh, tel modèle c'est sympa, il y a un grand plateau, je vais pouvoir faire tout ce que je veux ». Demain, je connais énormément de gens qui se sont dit exactement la même chose en partant sur une imprimante qu'ils avaient acheté quelques milliers d'euros sur internet, donc pas forcément de l'imprimante grand public, de l'imprimante professionnelle, mais où ils ont acheté une imprimante, ils ont acheté 2 bobines et se sont dit allez, c'est parti, on va faire de la fabrication additive. Dans 60% des cas, l'imprimante au bout de 6 mois, elle est sur une étagère, elle prend la poussière. Parce qu'ils ont eu des déceptions et qu'au final l'imprimante répondait pas à leurs besoins, avec des guillemets, des gros guillemets. Mais tous ces gens-là, en fait, s'ils sont accompagnés dès le début, que ce soit pour le choix de l'imprimante, pour le choix des matières, pour faire en sorte que leurs besoins, que leur matériel réponde à leurs besoins, on passera de 60% à 120% d'utilisation du matériel, et après les gens feront la queue en interne dans chaque entreprise pour utiliser l'imprimante 3D. Et moi, c'est un effet que j'ai pu voir tout au long de mes expériences. C'est entre une imprimante grand public mal intégrée dans l'entreprise, donc avec des utilisateurs qui sont pas formés ou mal formés. Et quand je parle de formation, c'est vraiment au niveau du design,
ou au niveau de l'utilisation des logiciels type Simplify 3D ou autres pour slicer votre pièce. Ça fait vraiment une réelle fissure entre les gens formés et ceux qui ne le sont pas. Et quand vous avez une imprimante ou du matériel dans une entreprise et que les gens formés quittent l'entreprise, il peut souvent y avoir ce cap de passer où l'imprimante qui avant permettait de faire de l'innovation, permettait de pousser au niveau des caractéristiques, aller au plus loin toujours de ce que peut faire l'imprimante, ça apporte un moins non négligeable quand les personnes qui ont été formées par un intégrateur. Clairement, on peut appeler ça un intégrateur qui apporte de l'expertise, qui répond aux besoins, que ce soit pour un POC, que ce soit pour des projets au jour le jour. C'est un vrai plus. Et nous, c'est vraiment ce qu'on a retrouvé à travers de la relation avec Alcima. C'est justement le suivi, l'apport d'éléments techniques sur l'intégration, le choix des matières et tous les challenges qu'on a pu passer, on ne les a pas passés tout seuls. On aurait mis 6 mois de plus à les passer tout seul, clairement, et ça nous aurait coûté 2 fois le prix. Donc tous les challenges qu'on a pu passer, ils ont été passés grâce à notre intégrateur Savoyard, qu'on connaît tous. Donc c'est vraiment un plus d'avoir un intégrateur qui tient la route en face pour tous les cas d'usage. Et le deuxième point que je voulais aborder sur le petit conseil, c'est d'oublier les règles de l'usinage. Parce que tout ce qu'on a pu apprendre précédemment sur l'usinage et sur la manière de travailler avec de la fabrication soustractive, je veux pas dire qu'il faut l'oublier, mais il faut le laisser de côté pour travailler en fabrication additive. Que ce soit au niveau des règles du design ou au niveau de la manière de fabriquer les pièces, et des possibilités de fabrication des pièces. Parce qu'on a une vraie liberté de forme et de conception qu'on retrouve nulle part ailleurs qu'avec une fabrication additive, que ce soit en FDM ou sur d'autres technos, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais c'est vrai que l'impression 3D, on dit toujours effectivement qu'il faut designer pour son outil de production et qu'il faut l'anticiper avant quand on mène ses études et qu'on fait ses designs. Ouais, tout à fait. Si on commence à faire un design pour la fabrication soustractive et qu'on veut travailler en fabrication additive, ça devrait bien se passer, mais l'inverse n'est pas vrai. Donc ça peut vite poser problème au niveau de la conception et de la fabrication des pièces, bien sûr. Ouais, c'est sûr. Bon, bah écoute, Simon, je te remercie pour ce témoignage qui était très complet. On a largement dépassé le temps imparti, mais je pense que c'était quand même intéressant de prendre le temps d'échanger autour de tout ça. Tu nous as donné beaucoup d'exemples. C'était vraiment très intéressant. J'espère que les auditeurs vont apprécier également. Eh bien, écoute, Simon, je vais te libérer. Je te remercie encore une fois, et puis à la prochaine pour un nouveau podcast. Merci beaucoup à toi, Johan, et puis à la prochaine pour un nouveau podcast avec grand plaisir. Allez, merci Simon, au revoir. Au revoir.